Chères participantes et chers participants, au cours de cette leçon, nous allons nous concentrer sur l'utilisation de la biomasse pour satisfaire nos besoins énergétiques. Après un bref résumé de la part de la biomasse sur la planète, nous rappellerons le principe de la photosynthèse qui est à la base de toute la biomasse. Nous verrons notamment les filières thermochimiques comme la combustion, la gazification, la pyrolyse, et les filières biochimiques telles que la digestion, la fermentation. Et puis, nous terminerons avec une quantification du potentiel en Suisse de cette biomasse. Vue de l'espace, notre planète, dite bleue, est aussi en grande partie verte, avec quelques 1000 milliards de tonnes de biomasse réparties entre les forêts et les océans et les lacs qui permettent notamment la croissance d'algues. On estime que sur les 160 milliards de tonnes par an de biomasse sèche, 50% provient des forêts et 36% des océans. Si on compare avec notre voisine, Mars la rouge, que l'on voit ici à droite, l'eau en surface et peut-être la biomasse y ont complètement disparu dans un processus progressif de désertification représenté là en dessous. Une bonne partie de son atmosphère a également été soufflée dans l'espace par les vents solaires et elle est actuellement très ténue, moins de 1% de la pression atmosphérique terrestre au sol est constituée essentiellement de CO2, précisément du fait de l'absence sur Mars du mécanisme de la photosynthèse qui a enrichi l'atmosphère terrestre en oxygène, comme on le verra sur le diapo suivant. Le mécanisme clé donc pour la génération de la biomasse, c'est la photosynthèse. En gros, et comme on le traduit par cette équation ici en bas à gauche, on voit que le rayonnement solaire permet de combiner le CO2 pris dans l'atmosphère avec de l'eau extraite du sous-sol, ce qui conduit à la formation de molécules organiques composées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, avec libération d'oxygène comme sous-produit de l'oxydation de l'eau. C'est cette photosynthèse qui a permis au taux d'oxygène dans l'atmosphère terrestre d'atteindre les quelques 21% que nous connaissons aujourd'hui et qui fournit toute la matière organique ainsi que l'essentiel de l'énergie utilisée par la vie sur Terre. Même si le rendement estimé de la photosynthèse n'est que de 1 à 3%, le flux d'énergie capté par la photosynthèse à l'échelle planétaire est immense, approximativement 100 térawatts, et intégré sur un an, c'est environ 8 fois plus élevé que la consommation énergétique mondiale pendant toute la même période. L'utilisation directe de la biomasse permet, en quelque sorte, de court-circuiter le cycle de formation des énergies fossiles qui se déroule, lui, sur des centaines de millions d'années, comme on le voit ici à gauche. En exploitant directement la biomasse, comme on le voit schématiquement à droite, le temps de croissance de seulement quelques mois et quelques années permet de recycler le CO2 atmosphérique pour produire, dans un cycle vertueux, des services énergétiques qui vont dans le futur être beaucoup plus élaborés que la simple chaleur de chauffage. On voit ce cycle ici sur ce diagramme. Comme on le voit ici en vert, la biomasse peut être récoltée et distribuée sous forme de biomasse fibreuse, de plantes comme des céréales, du colza, des fruits, ou enfin des déchets verts. Le bois lui-même est souvent livré sous forme de bûches ou de granulés qui sont des agglomérés de sciure ou de plaquettes sous forme de bois déchiqueté qui sont particulièrement utilisés dans les grandes installations de combustion du bois. Quelle que soit la forme de biomasse, il s'agit de la transformer pour satisfaire des services énergétiques qui sont soit de la chaleur, comme ici, ce qui est le plus commun,
soit de l'électricité, qui peut contribuer à notre société moderne, ou encore à des carburants appelés biocarburants et qui permettent de satisfaire une partie de notre mobilité. Une meilleure utilisation de l'énergie de la biomasse est de satisfaire simultanément deux de ces services, chaleur et électricité par exemple. On parle alors de cogénération ou de centrale chaleur-force, comme dans les bonnes centrales de chauffage urbain actuelles. Nous avons vu à la leçon précédente que l'énergie sous forme chimique peut être transformée en électricité, soit dans des processus thermochimiques, comme la combustion qui produit des gaz chauds, donc de l'énergie thermique. Et ensuite, cela permet de créer de l'énergie mécanique qui permet ensuite d'entraîner une turbine et finalement de produire de l'électricité dans un générateur électrique. Une deuxième approche est de transformer la biomasse sous forme gazeuse et ensuite de pouvoir l'utiliser aussi par combustion dans les moteurs et autrement de le faire directement sans passer par les cases énergie thermique et énergie mécanique en alimentant des piles à combustible. À noter cependant que la combustion s'accompagne de polluants sous forme de particules fines, de monoxyde de carbone et d'oxyde d'azote, pour ne citer que les principaux. Comme nous l'avons vu récemment, ces polluants, dont les particules fines, tendent à s'accumuler, surtout sous les stratus que nous avons fréquemment en hiver. Par ailleurs, le pouvoir calorifique, à savoir la chaleur que l'on peut retirer de la combustion, dépend du niveau de séchage. Plus le bois est sec, et plus on peut en retirer de l'énergie thermique par unité de masse, et par conséquent, réduire les émissions spécifiques de polluants. On voit ici la variation de ce pouvoir énergétique quand on a une biomasse relativement sèche, du bois sec, avec 20% d'humidité, ou bien comment ce pouvoir énergétique diminue lorsque l'on va à des taux d'humidité de l'ordre de 55%. En ce qui concerne le bois, l'utilisation de moteurs à combustion interne, comme ceux de nos voitures, nécessite la transformation préalable en liquide ou en gaz. Ceci peut être fait à l'aide de procédés dits de pyrolyse avec liquéfaction ou, alternativement, de gazéification. La gazéification n'est pas un procédé nouveau, puisqu'au cours de la dernière guerre, c'était déjà utilisé. On parlait de gazifieurs ou plus particulièrement de gazogène pour pouvoir faire rouler des véhicules comme ce tracteur que nous voyons ici. La gazéification s'opère souvent dans un réservoir cylindrique comme celui-là, que l'on charge avec des bûches, que l'on alimente avec peu d'air dans la partie qui va brûler, qui sera une partie de combustion, mais combustion incomplète, ce qui va permettre de générer du CO et du H2, c'est-à-dire de l'hydrogène, dont on va ensuite récupérer la chaleur. C'est le refroidisseur dans le cas du tracteur. Alors là, c'est pas récupéré, c'est simplement jeté à l'atmosphère, mais dans les cas les plus courants, on va essayer de récupérer cette chaleur. Et ensuite, les gaz sont purifiés avant d'être rejetés ou avant d'être injectés quelque part dans une unité qui va convertir ces gaz en service utile. Les installations modernes de gazéification sont plus complexes. Outre le cylindre du gazifieur ou du gazogène, lui-même appelé réacteur parfois, les gaz sortants passent dans un cyclone pour séparer les particules solides, les cendres, puis sont refroidis et douchés, refroidis ici en récupérant la chaleur, et ensuite douchés par de l'eau pour en séparer les principaux polluants. Les gaz combustibles produits peuvent être utilisés soit directement, ces carburants gazeux,
avec un moteur ou une pile à combustible sur place, ou alors passer par une opération de méthanisation pour être injecté sur le réseau de gaz naturel comme un gaz naturel synthétique. À noter que dans un processus industriel de gazéification suivi de méthanisation, on perd environ 30% de quantité d'énergie. Donc, si on part d'une unité d'un kilowattheure de bois, on n'en obtient que 0,7 après gazéification et méthanation. Ensuite, si on passe dans une pile à combustible, on va pouvoir utiliser à peu près la moitié pour être converti en électricité, ça nous fait 0,35 kWh, et on peut récupérer 0,28 de chaleur, ce qui, à la fin, l'électricité nous permet d'entraîner une pompe à chaleur électrique et d'y reprendre, avec un COP de l'ordre de 3,2, de reprendre environ 0,77 kWh, ce qui nous permet de développer, si on ajoute toutes ces sommes, 0,28, 0,35 et 0,77, eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive à 1,4, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que nous donnerait une chaudière à bois qui nous permettrait de récupérer que environ 0,75 kWh. En résumé, et en utilisant plus intelligemment le bois, on va arriver dans le futur à économiser près de la moitié de bois pour un même service de chauffage, tout en émettant nettement moins de polluants dans l'atmosphère, puisque le lavage des gaz en gazéification permet d'éliminer la plupart des effluents ennuyeux. Il existe également d'autres procédés permettant de casser les longues molécules de biomasse en des plus petites molécules gazeuses ou en carburant liquide. Un de ceux-ci est la pyrolyse, qui consiste à chauffer à l'extérieur le gazéifieur et en l'absence d'oxygène. En fonction de la technique utilisée, on peut obtenir soit un carburant liquide, soit un carburant gazeux, ou même tous les deux. Le liquide peut alors être raffiné en biocarburant pour alimenter véhicules ou avions, comme on le voit ici. Donc on part de la biomasse sous une forme qui est délivrée. Ensuite, on passe par la pyrolyse et la gazéification. Ensuite, les gaz, on peut les utiliser directement dans une voiture à gaz ou bien dans une pile à combustible. Et puis, le liquide, on peut en faire du biodiesel qui va ensuite alimenter soit une voiture, soit un avion, comme on le voit ici. Certaines plantes et autres déchets verts peuvent être transformés par des méthodes biochimiques à relativement basse température. C'est le cas de la digestion, dite anaérobique, c'est-à-dire en l'absence d'air, et de la fermentation de fruits par exemple. Les fruits fermentés peuvent ensuite être distillés pour obtenir de l'alcool ou plus précisément de l'éthanol utilisable dans les véhicules par exemple. On peut même produire de l'éthanol à partir de biomasse fibreuse en produisant ainsi des carburants dits de deuxième génération, mais les processus sont nettement plus compliqués. On peut partir donc aussi de biomasse fibreuse et de développer et de faire de l'éthanol, mais on doit utiliser à ce moment-là certains enzymes. Quant à certaines plantes oléagineuses, comme on les appelle, elles peuvent être pressées pour extraire de l'huile et finalement on passe par une phase d'estérification pour avoir une qualité de biodiesel que l'on peut mettre à la fois dans des voitures ou dans des avions. Le futur de l'aviation à moindre CO2 passe par les biocarburants, par exemple. Revenons sur la digestion, qui est un des procédés les plus importants. Comme on le voit sur cette figure, les matières organiques diverses, qui peuvent aussi inclure des déjections animales, peuvent être mélangées dans un digesteur, qui est un réservoir, une grande cuve, légèrement chauffée, et le travail de bactéries transforme progressivement cette matière organique en méthane gazeux, le méthane étant la principale composante du gaz naturel, et on appelle ça le biogaz, et le reste, qui est solide, appelé digesta, est récupéré comme engrais pour l'agriculture.
comme on le voit ici. Le digestat est ensuite réparti sur les champs. Moyennant traitement complémentaire, le biogaz peut être aussi soit utilisé sur place dans des unités de cogénération, soit exporté dans les réseaux de gaz naturel. En résumé, toutes les formes de biomasse peuvent être converties en services énergétiques plus évolués que la simple chaleur d'un feu de bois que nos ancêtres, les hommes des cavernes, avaient déjà maîtrisé. Ces approches, même si elles sont légèrement plus coûteuses et requièrent des filières plus industrielles, nous promettent une bien meilleure valorisation de la biomasse indigène. Par ailleurs, il existe différents concepts permettant d'augmenter la production de carburants synthétiques en utilisant par exemple de l'hydrogène qui peut être produit par des excédents d'électricité en été et ou de séparer le CO2 en cours d'utilisation des biocarburants pour le stocker, purifiant ainsi l'atmosphère d'une partie de son CO2. Il faut finalement relever qu'il peut exister un dilemme qui est la concurrence entre les plantes cultivées pour la satisfaction des besoins alimentaires et ceux énergétiques. Et c'est symbolisé ici par ce dessin où on voit le conducteur d'automobile qui dit à ces pauvres airs va falloir que vous réduisiez votre consommation. Je pense qu'il s'agit de faire attention à ces problèmes-là. C'est moins le cas en Suisse. Mais on peut dire en général que la culture de plantes alimentaires pour les utiliser pour produire des biocarburants n'est pas idéale et qu'on a intérêt à utiliser plutôt les déchets végétaux, voire aussi la biomasse que l'on peut obtenir sur des terrains qui sont impropres à un usage alimentaire. À noter en plus que la biomasse peut aussi être utilisée comme matériau de construction et voire biopolymère. Et ça, c'est aussi une autre optimisation à faire. Voyons maintenant quel est le potentiel de la biomasse en Suisse en vue de la transition énergétique. On estime à 35 000 gigawattheures par an l'énergie primaire de la biomasse. On peut les comparer ici avec 133 000 gigawattheures par an, qui est l'énergie finale ou distribuée que l'on devrait avoir en vertu du scénario le plus optimiste de la Confédération, la nouvelle politique énergétique, en 2050, à savoir un rapport de 25%. Alors, l'énergie primaire n'est pas la même chose que l'énergie distribuée au final, mais si on prend en compte un rendement de conversion moyen de 50% de la biomasse suisse, ça permettrait de satisfaire environ une quantité supérieure à 12% de la consommation, si on prend les chiffres de consommation de ce scénario de nouvelle politique énergétique. D'autres scénarios sont encore plus favorables et sont possibles. Il est temps maintenant de conclure cette leçon et les différents éléments que nous avons vus. L'utilisation de la biomasse est encore très inefficace en Suisse. On parle simplement de combustion dans des chaudières à bois. L'existence de différentes voies pour mieux valoriser cette biomasse, comme la cogénération de chaleur et d'électricité ou les biocarburants, est très importante et très prometteuse. Le potentiel de la biomasse en Suisse est significatif. Il est supérieur à 10% de nos besoins. Mais il y a encore un effort majeur de recherche et développement pour rendre la filière de conversion, ces filières de conversion plus fiables et économiques. Parmi les renouvelables, un grand avantage de la biomasse est aussi de permettre le stockage saisonnier. Par ailleurs, la séparation du CO2 produit à l'utilisation des biocarburants, par exemple dans des piles à combustible, permettrait de le stocker en sous-sol et permettrait ainsi une purification partielle de l'atmosphère de son excédent de CO2.